Bienvenue à Moteur, Action, Inclusion, la toute première série vidéo proposée par Futur et Média, la plateforme éditoriale du Fonds des médias du Canada. Alors pour cette primeur, on se concentre sur les enjeux de diversité sur les écrans au Québec et surtout sur les pistes de solutions qu'on voit à l'horizon. Merci de l'invitation pour t'accompagner dans cette discussion super pertinente puis je dirais urgente d'avoir. On a réuni 20 personnes clés de l'industrie autour de 5 tables rondes pour parler longuement, pour échanger et pour réfléchir à l'avenir de cette industrie qu'on souhaite plus ouverte, plus équitable et plus inclusive en ayant en tête les prochaines générations. On va les joindre. On y va! Dans cet épisode de Moteur, Action, Inclusion, nous allons à la rencontre de créateurs qui ont décidé d'investir en priorité les médias et espaces numériques pour réaliser et diffuser du contenu. Ce secteur est en pleine croissance au Québec. À quel point offre-t-il des opportunités pour les créatrices et créateurs autochtones, racisés et d'autres groupes sous-représentés? Pour en parler avec nous, Harry Julmis, président et cofondateur de Never Was Average, Dedi Bilamba, cofondateur d'Afro VFX et responsable de programmation à l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, et Hassan Fayad, président et fondateur de Kung Fu. Merci beaucoup d'être là, bonjour, bienvenue, on est vraiment content de vous recevoir aujourd'hui. Donc c'est sûr que quand on veut parler des questions d'équité, diversité, inclusion sur les écrans, on ne peut pas se limiter aux écrans traditionnels, on peut la nommer là, la télévision, il faut voir ce qui se fait en ce moment, toutes les nouvelles avenues, toutes les nouvelles opportunités d'affaires, le numérique. Donc c'est pour ça qu'on a voulu discuter avec vous aujourd'hui. Oui, puis ça fait un temps qu'on discute, comme tu dis, sur tous les empêchements qu'on a dans le milieu traditionnel des télévisions, tout ça, mais on voit que de plus en plus avec les nouvelles technologies, avec le web, avec les nouveaux médias, les nouvelles plateformes, on a d'autres opportunités, mais j'imagine qu'on a aussi d'autres défis, d'autres obstacles à combler. Donc voilà, c'est un peu l'essence de nos discussions aujourd'hui. Oui, et puis c'est sûr qu'on a l'impression qu'il y a une meilleure possibilité de représentation sur les nouveaux médias numériques. J'aimerais savoir en fait, chacun d'entre vous, à quel moment vous avez eu ce déclic-là, comme quoi vous seriez plus capable de raconter vos histoires et de la raconter comme vous voulez, plus sur ces nouveaux espaces-là. Je vais commencer avec toi, Raphaël. Ouais, moi ça fait quand même un petit bout que j'ai commencé, presque 20 ans. J'étais nouvel arrivant au Québec et j'ai commencé avec les médias numériques. C'était encore très dans ses premières balbutiements. En fait, comme pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure, c'était quand les médias numériques étaient encore des nouveaux médias. C'était quand c'était vraiment nouveau. Et donc, les portes se sont ouvertes assez vite, en ce qui me concerne, parce qu'on a tout de suite fait des projets documentaires interactifs avec l'ONF, des choses comme ça. C'est au bout d'un petit moment, quand on dit « Ah, c'est le fun, on aime ça, raconter des histoires, écrire des histoires et tout », on s'est dit on peut peut-être essayer les médias traditionnels. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé le gap, parce que venant des médias numériques, là, j'avais dit, OK, on a écrit une petite web-série, puis on a été pitcher ça chez un grand diffuseur, là, puis on s'était fait dire, mais ça marche pas ton truc, parce que ton personnage n'est pas blanc, québécois, ça correspond pas avec notre audience. Et pour moi, c'était comme c'était tout de suite, j'ai vu qu'il y avait un énorme fossé, mais comme je venais des médias numériques, c'était pour moi naturel, c'est comme je comprenais, enfin, c'était comme une claque que je m'étais pris de comprendre que waouh, OK, on est encore là dans ces autres médias-là. Oui, c'est le cheminement inverse, en fait, c'est intéressant. Ouais. Dédi ? Écoute, déjà, par principe, lorsqu'on crée du contenu, c'est pour une audience. Et tu réalises que l'audience, moi j'ai un garçon de 11 ans, il allume pas la télévision. Les seules fois où il va allumer la télévision, c'est parce qu'il veut regarder un programme avec moi. Une émission de... Avec le vieux monsieur. Voilà. Il veut que moi, je vois une émission de danse, etc., etc. Donc là, en fait, on se rend compte que l'audience n'est plus là où l'argent est. D'accord ? Je te donne un exemple très précis. J'en parlais tout à l'heure avec les amis.
Je travaille actuellement à l'académie, je suis responsable de la programmation. On avait fait le salon des membres. Et dans le cadre du salon des membres, on avait fait une thématique autour de Occupation Double, sur tous les créateurs de contenu qui ont créé des contenus sur le web autour d'Occupation Double. Et donc, on avait invité Tai, un influenceur Tai. Je vous invite vraiment, je ne sais pas si vous le connaissez, mais Tai _TL, magnifique. Et donc, il faisait partie des panélistes. Et comme il fait des vidéos, et que j'ai la chance à l'académie qu'on a une nouvelle équipe dont la DG Mara qui est super ouverte, je lui dis Mara, il faut qu'on le ramène cet influenceur au bureau et qu'il nous fasse une vidéo. Il a fait une vidéo qui en 3 semaines a un peu plus de 500 000 vues, et qui a été postée sur la page des Gémeaux. D'accord ? Ça veut dire que Tai, qui a fait une vidéo dans nos bureaux de l'académie, en tenant le Gémeaux, en faisant son personnage qui est un vieux haïtien, etc., il a fait plus d'interactions, commentaires, likes, vues, partages que tout le contenu de l'académie réuni depuis la création de la page Instagram. Tu comprends ? Ouais. Donc en vérité, j'ai l'impression que la question ne se pose plus. Et est-ce que toi, dans ton parcours, même au début, tu as eu un moment, un déclic où tu t'es dit « Ah, si je veux raconter telle ou telle chose, il faut que j'aille ailleurs ». Est-ce qu'il y a une anecdote particulière ou c'est juste un... Non, écoute, en général. Moi j'ai un petit parcours d'artiste slammer pour lequel je postais mes contenus sur YouTube, mais je regarde ça plus maintenant en tant qu'institutionnel qui essaie de voir quelles sont les mécaniques qui font que les artistes, par exemple, que Harry défend, pourraient s'exprimer. Ouais. Et Harry, justement ? Pour nous, c'est comme il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu parce que, comme j'expliquais à Hassan, on est tombé dans l'industrie par comme accident. C'est notre créativité qui nous a amenés là. Parce qu'on travaillait sur une exposition, on a voulu raconter une histoire, puis ma partenaire qui s'appelle Joanna Chevalet, elle a eu l'idée de faire un documentaire, puis on a juste dit OK, sans même savoir ça prend quoi pour faire un documentaire, puis on l'a produit, puis le documentaire, on l'a réalisé par nous-mêmes, puis après ça, il a été sélectionné pour le prix de la relève à IRIDM. Il a fait le tour de plusieurs festivals autour du Canada. Il a été diffusé sur tout.tv et tout ça. Puis nous, on s'est dit comme, OK, c'est notre premier documentaire, on ne savait même pas ce qu'on faisait, puis ça a eu toute cette traction-là. Sur ça, c'était comme par accident qu'on est rentré dans la production. Depuis le début, pourquoi on a utilisé les réseaux sociaux pour diffuser notre contenu? C'était parce qu'on savait comme inconsciemment que comme l'industrie des médias, c'était pas pour nous, elle n'est pas conçue pour nous. Fait en tant que personne noire, comme quand tu crées, tu penses pas à dire OK, je vais créer un film ou je vais produire un film ou un contenu, puis je vais aller voir ces diffuseurs-là pour voir s'ils sont intéressés. Ton raisonnement fonctionne pas comme ça, à moins que comme tu as eu un parcours traditionnel où tu as été à l'école puis on t'a donné la structure de comment les choses sont faites. Mais ce n'était pas le cas pour nous. Puis nous, on s'est vraiment fié avec là où est-ce que nous, on regardait notre contenu. Comme Dédé a mentionné, nous, on ne regarde pas la télévision. Puis la télévision qu'on regarde, c'est des chaînes qui vont être à l'extérieur, qui vont présenter des contenus que nous, on trouve intéressants et pertinents. Puis la plupart du temps, ce n'est pas du contenu qu'on voit au Québec. C'est pour ça qu'on s'est vraiment pensé sur, OK, on va créer notre contenu, puis on va le diffuser là où est-ce qu'on consomme déjà, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit différentes plateformes sur les réseaux sociaux. C'est comme si, à faire avec les réseaux sociaux, c'est des plateformes pour notre génération, on les utilise le mieux qu'on peut. Puis, c'est ça, si on voit les médias traditionnels, de votre point de vue, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette média qui ne parle pas aux jeunes, qui passe à côté de plein de choses, de votre point de vue, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a cette situation-là? C'est ça? Le plus vieux t'a dit je crois, les cheveux de la sagesse. Ouais. Mais il faut quand même, je pense, reconnaître qu'il y a quand même des choses qui ont changé. Ça fait pas, c'est pas entre quand moi je suis un peu rentré dans l'industrie et aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts comme c'était un peu regardé comme les médias numériques, l'inclusion, tout ça, c'était comme, OK, vous avez votre terrain de jeu, là, mais quand c'est à l'antenne des diffuseurs et tout, là, on garde, c'est comme une chasse gardée. Mais je pense quand même que dans les dernières années, il faut avouer qu'il y a eu quand même un effort. Je pense qu'il y a une prise de conscience, il y a des encouragements, il y a des politiques qui ont changé, qui ont encouragé plus d'inclusion. Il y a aussi, je pense aussi, c'est que les streamers, les YouTube et tout ça, on
ils ont dû faire face à la réalité que les audiences ne les ont pas suivies. Et là, ils sont plus en rattrapage, en train d'essayer de rattraper les choses. Mais pourquoi on en est arrivé là, c'est une bonne question. Je pense que c'est générationnel. Il y a une génération qui n'a pas vu venir ça, qui croyait vraiment, par exemple, pour dire la télé, ou je veux dire les médias vus de façon plus traditionnelle, c'était quelque chose d'inébranlable, qui était là pour rester, qui peut pas, qui est assis sur tout un héritage, une façon de faire, et que ça ne pouvait pas bouger. Puis ils n'ont pas voulu vraiment écouter, parce que quand ceux qui, de ma génération, il y a 20 ans, commençaient à dire « Hey, il faut checker du côté numérique si on n'était pas très pris au sérieux. » Mais comme tu dis là, tu parlais des façons de faire et des générations. Ouais. Je pense que c'est... souvent, on aimerait trouver des méchantes personnes qui se réveillent en disant « Je vais bloquer tout le monde ». Des fois même, c'est... Avant même... Ça peut exister. mais avant même d'arriver à ces extrémités-là, il y a des réalités qui sont beaucoup plus... simple et puis question de confort et de manière de faire. Moi, par exemple, j'ai fait des études de publicité et je fais partie de la génération où il faut avoir fait il faut avoir eu une campagne dont il y a eu une grosse affiche dans la rue. Je fais partie de cette génération-là, moi, tu vois. J'ai fait des études, école de commerce, etc., business school. Et c'est vrai que moi, dans la manière dont, à l'époque où j'ai fait l'école, je suis rentré en agence et j'ai travaillé dans l'industrie, pour moi, réussir, c'est d'avoir sa campagne placardée partout dans la rue. Mais aujourd'hui, là, ceux qui sont à HEC aujourd'hui, là, c'est peut-être d'avoir une campagne virale sur Instagram avec un co-branding et puis avoir sa campagne de pub où tu vas aller sur Fortnite, etc. J'ai l'impression que dans la télévision, on est encore dans cette génération, dans ce mode de fonctionnement-là. J'ai mon contenu, j'ai mon calcul de l'audience, j'ai ma fameuse ménagère de moins de 50 ans qui certainement a 108 ans aujourd'hui. Tu vois, j'ai mes mêmes annonceurs qui travaillent, je sais pas, moi, IGA, Métro, qui m'achètent de la pub parce que c'est ce qui lui parle. Il suffirait, c'est pas juste une question de génération, on remplace du jour au lendemain parce que tu peux changer les gens, mais la manière de faire peut rester, la culture peut rester. Mais dès l'instant où tu auras une génération de personnes qui achètent de la publicité, qui va comprendre que Taille fait plus d'audience que certaines émissions. Faut que j'aille mettre de l'argent là-bas. La vapeur va commencer à changer. Mais comme aujourd'hui, les gens qui sont sur les chaînes, dans le modèle économique des annonceurs, continuent à recevoir, peut-être moins, mais continuent à recevoir de la publicité des mêmes annonceurs, et que ces annonceurs-là, eux, ce qu'ils aiment, c'est voir leur pub à la télévision ou autour des Canadiens, tu vois, de la reine des Canadiens, bon, ça va rester comme ça. Donc c'est ça. Donc on peut dire que le commercial dicte beaucoup, et surtout dans les nouveaux médias, dans les médias interactifs, il a une certaine liberté, puis un contact plus direct avec les publics, puis le commerce un peu en guillemets numérique. Je sais pas, je lance un peu l'idée. Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je crois aussi que comme une des plus grosses barrières, puis qu'est-ce qui nous a amenés ici, c'est le monopole médiatique. Parce que je pense que, comme il a mentionné Dédi, c'est difficile d'être innovant. C'est difficile de s'adapter. C'est facile de faire ce que tu as fait depuis les 10 dernières années, les 20 dernières années. Puis quand le système est presque entièrement financé par l'État, ça fait en sorte que tu n'as pas la nécessité de compétitionner parce que tu as le monopole. Mais si tu enlèves ces choses-là, puis là, maintenant, on compare contenu versus contenu. Là, maintenant, tu vas être porté à dire, OK, laisse-moi m'assurer que je peux produire du contenu de qualité année après année. Puis ça va te forcer à aller diversifier ton contenu puis l'adapter avec l'audience de ta population. Puis je pense que c'est un peu ça qui a manqué un peu dans l'équation, c'est le contenu n'est pas adapté à la population. En fait, le lien est plus direct, en fait. Tu dis, sur les formats numériques, le lien entre l'audience et ce que tu produis. Parce que comme en ligne, si ton contenu ne résonne pas, tu as zéro audience.
ton truc va jamais être viral. Ouais. Tu comprends? Ou est-ce que, comme, dans notre société présentement, l'ancienne génération est déjà programmée à se mettre devant une télévision, puis l'allumer, puis attendre de recevoir du contenu. Maintenant, c'est l'inverse. On cherche le contenu qu'on veut. Mm-hmm. Donc, si toi, tu n'es pas capable de le produire, on ne va jamais te trouver. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une plus grande possibilité d'être naturellement dans le côté inclusif et représentatif sur les médias numériques, mais j'imagine que c'est des milieux qui ne viennent pas sans leurs propres défis aussi sur ces questions-là. Quels sont-ils? Parce qu'on parle beaucoup là par exemple, de Web 3, etc. Il y en a beaucoup qui disent, comment est-ce qu'on s'assure qu'on ne reproduit pas les mêmes hiérarchies, les mêmes structures du Web 2.0 et que ce n'est pas juste les mêmes personnes qui décident un peu de la structure, etc. Comment est-ce qu'on s'assure que même à ce niveau-là, il y a des... Moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème de modèle économique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui créent du contenu, comme Harry l'a dit par exemple, il est rentré un peu par hasard. Tu vois, c'est un problème de modèle économique. Les créateurs sur le web, ce que je remarque, c'est que on n'accumule pas un savoir-faire on n'accumule pas un savoir-faire de production, de gestion financière, de marketing, qui fait que ça va devenir une norme de bien faire les choses, de bien faire des contenus, etc. C'est une personne fonctionne, il ne fonctionne plus, il disparaît, il est remplacé par une autre. Et j'ai l'impression que l'une des limites, c'est ça. N'ayant pas de modèle économique précis, n'étant pas une stratégie dès le départ, tu as beaucoup de créateurs sur le web qui juste disparaissent et sont remplacés par quelqu'un d'autre. Mais quand ils disparaissent, il y a un savoir-faire. Tu vois, il y a un savoir-faire, des techniques, je ne sais pas ce que tu en penses, qui partent avec, etc. Moi, ce que j'ai vu, c'est... j'ai vu dernièrement un rapport de YouTube. Ils ont généré 1,1 billion au Canada, juste YouTube. Ils ont comme appelé ça leur propre industrie, en gros. Et ça, on parle d'influenceurs, des personnes comme Ty, qu'eux, ils font juste créer leur contenu et le diffuser sur YouTube et le monétiser. Moi, je crois que, comme tu as mentionné, à cause que la plupart des gens qui créent leur contenu puis qui les diffusent sur les réseaux sociaux, ils ont, oui, un manque d'expertise sur la structure et l'infrastructure nécessaires pour générer des profits de leur creative IP. Donc, des plateformes comme YouTube qui gèrent ça pour toi, ou est-ce que toi, tu peux simplement te concentrer à créer et qui s'occupent tout du back-end de l'industrie, eh bien ça crée une différence. Et je pense que comme si, exemple, on aurait des diffuseurs BIPOC qui avaient la possibilité de créer ces plateformes-là comme YouTube, eh bien ça changerait toute l'industrie pour les créateurs BIPOC. Parce que c'est juste ça qui nous manque. Mais à la fin de la journée, on ne peut pas s'attendre que les BIPOC créateurs arrivent à maîtriser tous les aspects de l'industrie comme ça. Ils savent créer, laissez-les créer. Là, maintenant, il faut des professionnels qui vont bâtir l'industrie autour de leur création. Puis après ça, il faut des plateformes aussi, après ça, qui vont pouvoir générer des profits, puis que ces profits-là retournent à nurture cette créativité-là qui vient des BIPOC. Mais là, maintenant, le système est comme... On est comme dans un entre-deux. Puis je ne sais pas si, exemple, tout ce qui est en train de se faire créer, se faire diffuser sur les réseaux sociaux, est-ce que ça a l'avantage nécessairement les créateurs BIPOC ou ça a l'avantage encore les mêmes structures qu'il y avait? Parce que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leurs ressources. Puis là, comme que tu as mentionné, Hassan, ils font du catching up. Ils sont comme, il nous faut une plateforme numérique pour stream du contenu. Là, ils créent leur plateforme, mais ils n'ont pas assez de contenu pour la maintenir. Parce que comme tu as mentionné plus tôt, moi, je crois que ce qui a généré tout ça, comme ce chaos-là, c'est Netflix. Ouais, quand Netflix est arrivé, Netflix a dit à tout le monde comme, OK, votre façon de faire, elle est arriérée, là. Mais il y a aussi une chose que tu dis quand tu parles de BIPOC. Ouais. Il y a une chose que les gens ont beaucoup de mal à concevoir, c'est que les créateurs BIPOC et autres ne créent pas pour les BIPOC, en fait. Du tout. Et ça, ils font simplement raconter leur histoire. C'est ça, en fait. Et ça, souvent, dans la télévision traditionnelle, enfin, dans tout ce qui est traditionnel, j'ai l'impression qu'il y a cette crainte du grand remplacement, comme on parle en France. Parce qu'en vérité, c'est totalement universel. Tu me parlais d'un rapport de McKinsey tout à l'heure. Ouais, c'est comme... OK, de un, parce que c'est comme exemple, là, là on est à Montréal, on va parler du Québec, c'est comme la culture québécoise, c'est toutes les personnes qui habitent au Québec et qui ont une histoire à raconter, et donc que ça soit comme une histoire qu'ils imaginent, etc. C'est influencé par l'environnement du Québec. Donc, comme moi je dis BIPOC, je parle parce que ce sont des créateurs, mais ce qu'ils créent, c'est de la culture québécoise à 100%. Tu
Tu comprends? Puis c'est comme j'avais mentionné, je leur expliquais que il y a un rapport de McKinsey qui est sorti dernièrement, qu'ils ont fait une recherche sur l'industrie à Hollywood et qu'ils ont identifié un marché de 10 billions qui est untapped, qui n'est pas touché. Puis ce 10 billions-là, c'est simplement si les producteurs, diffuseurs décidaient d'investir sur raconter des histoires qui sont créées par des créatifs noirs. Alexandre, au fond des liens, on finance quand même des boîtes, puis on se pose toujours la question, mais OK, on n'a pas des blocages au niveau de télévision, mais pour les créateurs du numérique immersif, interactif, c'est clair qu'on voit des écarts énormes quand même. D'où sortent donc les écarts des participations, pour avoir plus de producteurs? On en a, mais c'est quand même, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des défis quand même, des financements, puis des viabilités à long terme. Mais absolument. Ben, je sais pas si je vais répondre directement à ta question, mais aussi je synthétise un peu ce que vous avez dit, vous deux. C'est que les choses sont quand même complexes dans le numérique et qu'une des complexités, c'est que ton audience, c'est l'univers. Et tu parlais du modèle économique, mais en réalité, pour monétiser, pour être capable de vraiment vivre d'une audience, il faut que ce soit... C'est un jeu de chiffres, de grands chiffres et de masse. Alors, le monde était plus simple avant chez les diffuseurs, quand il y avait cet écosystème, il y en avait ces 6, 7, 10 diffuseurs, puis ils disaient, OK, moi, je vais programmer quelque chose à tel moment parce que je sais qu'est-ce que Radio-Canada joue, qu'est-ce que Télé-Québec, qu'est-ce que TVA joue à cette heure-ci le vendredi, puis moi, je vais me positionner pour être différent de ça, mais pour pas faire la même chose. Je ne vais pas produire tel documentaire parce que tel autre diffuseur a fait la même chose. Bon, aujourd'hui, tout est ouvert. Le web a tout ouvert. Donc, c'est ce jeu-là qui était assez... placer tes pions là, dans une sorte de grille de programmation, ça ne marche plus du tout. Mais en même temps, comment tu fais pour monétiser des contenus, des histoires locales? Tu parlais de, oui, je sais pas, de nos histoires québécoises dans toute leur diversité. Elles vont rencontrer une audience, quand tu les mets sur YouTube, c'est une goutte dans l'univers. Et est-ce que tu peux vraiment monétiser ça sans un support comme des institutions ici qui financent le contenu? Parce qu'on est un petit marché, toutes nos histoires n'ont pas nécessairement ce reach global. Il y a des histoires qui peuvent toucher le monde entier, mais il y a des histoires qui méritent d'être racontées, qui sont propres à la société d'où elles sortent. Et ces histoires-là, comment on va les produire sans appui d'institutions? Je suis curieux de savoir, vous, au FMC, comment vous appréhendez les GAFA, les YouTube, les Instagram, comment vous appréhendez ces médias-là qui sont des médias maintenant? Oui, mais c'est ça, mais on tombe souvent dans la discussion existentielle sur la propriété intellectuelle. Qu'est-ce qui est canadien? C'est quoi le contenu canadien? C'est une discussion qui a plein de débats actuellement, parce que avant c'était relativement facile, mais c'était un piège aussi. C'est pour ça qu'on a fini un peu, Aujourd'hui, c'est remettre en question qu'est-ce qui est canadien, puis est-ce qu'il y a quelque chose qui est financé, puis où la propriété intellectuelle, de façon officieuse, appartient à un GAFA et canadien toujours. C'est des questions qu'il faut faire face. Qu'est-ce qu'ils pensent les producteurs, productrices? Qu'est-ce qu'ils pensent les chaînes télé, les plateformes d'ici? Et donc, on est en pleine discussion sur ça. Mais c'est clair que c'est incontournable qu'on va passer... aujourd'hui, pas être sur ces streamers, on passe à côté des plateformes universelles internationales avec tous les pièges qu'on a dedans. Donc, c'est pas évident. Actuellement, on est très protectionniste. Puis on revient à ça, la question. Le système est fermé parce qu'il est protectionniste. Le système québécois, j'aimerais discuter ça parce que c'est clair qu'ici, on passe souvent protectionnisme de la langue. Et souvent, on voit que protéger les Français est quasiment en contradiction avec tous les discours de diversité. Il a un peu cette contradiction-là. Donc, j'aimerais vous entendre aussi sur ça. Est-ce qu'on peut à la fois protéger le français puis élargir la notion de culture québécoise ou même d'identité en général à travers nos médias et les médias numériques qui sont tellement volatiles et tellement adaptés au moment? Comme moi, j'en ai à dire sur la langue, mais on en a parlé un peu comme tout à l'heure. Je vais vous laisser y aller en premier, puis je vais finir avec ça. Voici, non, là ça. Non, mais OK, sur de un, je pense que c'est comme une fois, c'est une question d'adaptation. Tu dois t'adapter avec la réalité de ta population. Puis je vais parler spécifiquement à Montréal. À Montréal, tu peux forcer aucun Montréalais à parler la langue que tu veux la faire parler. Tu peux imposer toutes les lois au monde que tu veux. À la fin de la journée,
le problème, c'est un problème culturel. Parce que si tu ne promouvois pas la culture québécoise dans son entièreté, ta population ne va pas se sentir reflétée à travers cette culture-là. Et elle va aller se chercher à se retrouver ailleurs. Tu comprends? Fait que là, si on, exemple, il y a eu ce débat-là à cause des élections, le truc de immigrants, le truc québécois, etc. Et quand ça fait juste diviser les gens. Cela, tu fais juste les gens qui sont, exemple, immigrants de d'autres pays à vouloir 100% se renfermer dans leur culture et se dire « Oh, mais si je suis pas québécois, d'abord, je vais pas essayer de contribuer à la culture québécoise parce qu'ils veulent pas accepter ce que moi j'ai à offrir et vice-versa. » Puis là, ça fait plein de débats. Mais la réalité de la chose, c'est que quand tu rencontres un Montréalais, lui, il fait juste absorber tout ce qu'il y a autour de lui. Et c'est ça la culture québécoise. Tu comprends? So, moi, je crois que ce qu'il faudrait juste faire, c'est juste faire la promotion de ça. Puis en faisant la promotion de ça, tu vas avoir des artistes qui vont vouloir mettre leur réalité de l'avant. Et le français fait partie de cette réalité-là. Si, par exemple, si tu regardes dans l'industrie de la musique, c'est le meilleur exemple que je peux te donner. Tu vois, maintenant, tous les rappeurs, maintenant, ils commencent à avoir un peu plus de chaîne, un peu plus de popularité et tout ça. C'est de la musique française, ça. C'est en français qu'ils rappent. Et là, maintenant, tu as des jeunes qui récitent des lyrics en français, mais avant, ces personnes-là, ils écoutaient des rappeurs des États-Unis, des rappeurs d'ailleurs qui parlaient anglais. Donc, il faut vraiment que tu y vas à travers la culture, mais tu dois laisser la chance au créateur de créer. Tu ne peux pas l'imposer des limites dans comment il peut créer. Si son film, il veut qu'il soit à 100% bilingue, laisse-le être bilingue, puis il pourra dire c'est un film français, autant que c'est un film en anglais. Parce que c'est ça qu'on est à Montréal. Et j'ai même l'impression que les plateformes numériques, la création de contenu numérique, l'accès au contenu sur le numérique, moi j'ai même l'impression que ça protège le français. Pourquoi je te dis ça? Moi, mon garçon, il a 11 ans. Il va regarder, toute son école a regardé une émission sur Netflix qui s'appelle Nouvelle École. C'est une émission de rap en France, d'accord? C'est pas le français de Matane ou de Jonquière, c'est vrai, mais c'est du français. Ou de Molière. Ou de Molière, c'est ça. Clairement. Mais c'est du français. Oui. L'accès au contenu numérique sur le web, notamment à travers la musique, le rap, etc. J'ai expliqué que mon garçon, dans sa cour d'école, ils utilisent un langage de banlieue parisienne. Parce que leurs influences sont là, en fait. C'est ce qu'ils écoutent. Ils mélangent les créoles, l'arabe. Exactement. Tout est mélangé. Mais ça rend le français et le québécois comme faisant partie d'autre chose. Parce que les jeunes... Et vivantes aussi. Exactement. Tu vois, et je vais te passer. Ce que je réalise, c'est que, par exemple, un truc tout bête. La semaine dernière, il y a un artiste qui s'appelle Taïk qui est venu à performer à Montréal, place Laval. Rempli. D'accord? Je ne sais pas c'est combien place Bella, Laval, là, mais c'était rempli. Tiens, je vois les amis qui rigolent, ça veut dire qu'ils ont vu. C'était rempli. Maintenant, le jeune, qu'il soit à Montréal ou n'importe où, il sait que cet artiste qui remplit Place Belle, qui pourrait remplir le Centre Bell sans problème, qui a des dizaines de millions de vues sur Internet, il sait que il passera jamais chez Paul Arcand, il passera pas, tout le monde en parle, il sera pas reçu à Salut Bonjour, il n'aura pas un article dans la presse, rien du tout. Donc, les jeunes, ils sont à la recherche, et les jeunes ne veulent rien rater. Donc, ils savent que, malheureusement, ils se disent que je regarde ou pas la télévision, je ne vais rien rater. Je ne vais rien rater, puisque c'est sur le compte Instagram de telle personne, c'est sur le bouche à oreille, enfin le web à oreille, etc., que je vais avoir. Donc, il y a aussi ce côté-là, en quoi il faut comprendre que si les jeunes les plus jeunes se détachent de la télévision, c'est aussi parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne vont rien rater. C'est là. C'est pas là que ça se passe. Voilà, c'est là. Je peux revenir dans un mois, ils seront encore là. Ils parleront encore de la même chose, là. Puis ça, c'est 100% vrai. J'ai un ami qui a déménagé à Toronto pendant 10 ans. Il est revenu, puis on a été à une conférence, puis il m'a dit comment ça, je reviens à Montréal, j'ouvre la télé, c'est les mêmes personnes à la télé. Comment il n'y a personne qui a changé, il n'y a personne qui les a remplacés, c'est les mêmes personnes.
Et une bonne partie de l'audience, c'est la même aussi. Elle n'a pas été renouvelée nécessairement, l'audience. Mais c'est fou. Ouais. Et pour toi, la langue, est-ce que c'est un obstacle, c'est un atout? Comment je voulais comme peut-être ajouter une autre dimension. C'est sûr que pour moi, une culture ne se résume pas à une langue. Là, je pense même, je donne souvent l'exemple, je suis libanais d'origine. Les Libanais, en général, ont réussi dans plein d'endroits dans le monde. Alors, notre langue officielle, c'est l'arabe, mais la plupart des Libanais sont multilingues et c'est ça qui a fait partie de la promotion de cette culture-là dans le monde entier, c'est la facilité de changer de langue et ça n'a pas fait fondre l'identité libanaise, ça l'a exportée plutôt. Donc moi c'est comme ça que je vois les choses, mais je dirais aussi, c'est pas toutes les propriétés intellectuelles nécessairement qui sont rattachées à... C'est sûr, là, on parle de la musique, l'audiovisuel et tout, mais par exemple, si tu fais un jeu vidéo Made in Montréal ou une intelligence artificielle Made in Montréal, parce que le Fonds des médias du Canada, c'est aussi l'innovation technologique, et que ça fait le tour du monde, et que ça n'est pas rattaché à une culture, à une langue spécifiquement, mais ça promouvoit la culture, notre culture partout, parce que si ça a du succès, ça fait le tour du monde, c'est une façon aussi d'exporter la culture d'ici sans toujours ramener ça à la question linguistique. Je comprends qu'il faut protéger la langue française. J'aime la langue française, mais il y a des choses, des histoires qu'il faut qu'ils soient en langue française, en québécois, parce que ces histoires-là racontent quelque chose de propre à ici. Et elles doivent voyager, mais... C'est correct aussi si elle trouve une niche qui est petite, qui n'est pas le monde entier, qui n'est pas 1 milliard de vues. Mm-hmm. C'est pas faux. Toute histoire ne peut pas avoir 1 milliard de vues à travers la planète. C'est pas logique. Mais... Vous naviguez dans le web. Mais le web, c'est aussi, ça appartient aux Américains, en grosse partie, les plateformes. Des fois, je sens qu'on nage à contre-courant. C'est clair qu'on veut se démarquer, mais ils ont un avantage. Quand on parle pays contre pays. Donc, où est notre espoir de vraiment se distinguer autant comme Canadien que comme Québécois, en sachant qu'il y a un peu le contrôle derrière, c'est souvent ces grands GAFA qui ont toutes les données, qui peuvent manipuler plein de choses. Est-ce qu'on ne décourage pas des fois de créer, en sachant que c'est eux qui dominent énormément les web et tout ce qui est numérique aujourd'hui? Ou est-ce qu'on voit aussi quand même un espace pour faire notre argent, pour vraiment s'exprimer? Moi, j'ai l'impression que ce serait bon de mettre en valeur nos créateurs de contenu en dehors des plateformes, juste les mettre en valeur au même niveau que les acteurs de la télévision et de la radio et du cinéma, les mettre en valeur et créer plus d'interaction. Oui, entre les types de médias, tu veux dire? Oui, absolument. Parce que qu'est-ce que les médias traditionnels ont à apprendre des médias numériques? Beaucoup. Ouais, je crois que ce qui va être important, c'est de le voir vraiment sur le long terme. C'est d'investir sur les 3 prochaines générations. Parce que, comme il a mentionné, si cette génération-ci, on valorise nos créateurs, OK, peut-être c'est pas eux qui vont être en mesure de générer des milliards, OK? Mais la deuxième génération, ceux qui voient ces créateurs se faire valoriser, eux, ils vont grandir en disant « Oh, moi, je veux être un créateur ». Du moment qu'ils arrivent là maintenant, tu as toute une population qui se met derrière ces créateurs-là et qui les supporte leur contenu. Puis c'est là que tu crées ta propre industrie, ton écosystème et tout. Mais je crois que ça va être important aussi d'avoir nos propres plateformes aussi. Ouais. Parce que, comme encore une fois, moi, je crois que comme les gens vont là où est-ce qu'ils trouvent ce qu'ils veulent. S'ils peuvent le trouver à la maison, là, tu viens juste leur donner une raison de plus d'aller te voir toi. Tu comprends? Moi, je pense que c'est juste ça. C'est juste d'investir sur le talent à Montréal et au Québec, puis au Canada, mais across the board, comme, peu importe. Comme, on s'en fout de quoi tu ressembles. Tu es capable de créer, on le supporte. Tu as une histoire à raconter, on va la raconter, puis on va la créer fort pour toi. Si on commence à faire ça, ben là, après ça, on va pouvoir comme, avoir une offre qui va être unique à l'échelle globale. Et là, maintenant, tu as tous les autres pays qui regardent le Canada comme « Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? » Ils n'ont même pas besoin de notre support pour avoir une industrie qui est viable et rentable. Et moi, je pense que c'est juste ça. Hassan, est-ce que tu penses que les médias qui ont tous créé leur propre plateforme
les Uni, les Tout.tv, etc. Est-ce que tu penses qu'ils sont passés à côté de quelque chose en dupliquant juste le contenu TV plutôt que de créer des nouveaux contenus, directement? Il y a aussi de la programmation originale sur ces plateformes-là. Mais c'est les mêmes formats. Mais je pense, je pense que c'est un peu, c'était un peu trop tard, trop peu et trop tard. S'ils étaient embarqués tôt, quand YouTube commençait, quand toutes ces choses-là commençaient puis tout de suite ils avaient fait leur plateforme numérique, je crois qu'ils auraient fait une place. Aujourd'hui, bon, je sais pas, j'ai peut-être tort, mais j'ai l'impression que il y a ces géants-là, les Spotify, les YouTube, les Netflix et tout ça, sont là, ils ont la planète entière. Quand tu disais, est-ce que les médias traditionnels peuvent apprendre quelque chose? Peut-être qu'il n'y en a plus des médias traditionnels, dans le sens où est-ce qu'on peut se concentrer sur faire du contenu qui rejoint son audience? Peut-être qu'il faut passer par les tuyaux américains de Netflix et de YouTube pour diffuser, au lieu de nos modes de diffusion. Il faut qu'on s'assure qu'on a notre part des revenus des annonceurs, qu'on a notre part du contrôle éditorial, qu'on a notre part, pour ne pas être complètement à la merci de grandes compagnies américaines. Mais allons-y, comme on disait, en dessous d'une certaine génération, de toute façon, ils ne sont plus là. L'audience, elle n'est plus là chez nos diffuseurs traditionnels. Alors peut-être qu'il faut être très présent sur les diffuseurs, qu'ils soient américains. Bien sûr, il y a question de modèle d'affaires, de revenus des abonnements, revenus de la publicité, tout ça. Il faut que ça revienne dans le contenu ici, c'est sûr, mais peut-être qu'il faut lâcher l'idée d'avoir nos diffuseurs. Donc, tu parles de l'authenticité du contenu qui suffirait à se distinguer quelque part? Ouais. D'accord. Mais je pense que Netflix ont fait quelque chose comme ça en France, où est-ce que pour s'installer, ils ont dû contribuer à la culture ils ont dû supporter les créateurs pour pouvoir s'installer là-bas. Donc peut-être c'est un modèle que nous, on devrait avoir ici aussi, c'est que si ces grandes plateformes-là, ces grands joueurs de l'extérieur, vous venez ici prendre notre audience, vous allez devoir investir sur nos créateurs. Ouais, et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, sans toujours comparer les pays, par exemple, la France, c'est le deuxième marché du rap au monde. Mais dans la télévision traditionnelle, il n'y a pas du tout d'émission de rap. Oui, tu ne l'aurais pas su. Ouais. D'accord. C'est-à-dire que c'est le deuxième marché au monde, mais il n'y a pas du tout d'émission de rap à la télévision. La seule émission de rap depuis les années 80, c'est La Nouvelle École sur Netflix. Donc, ça se demandait si c'est fait exprès. Tu comprends? Les chiffres sont là, l'audience est là, les ventes de streams, les ventes de vues, tout est là. C'est le plus gros marché du monde, mais fait pas. Donc, on se pose la question, à savoir, c'est pareil pour ici, je veux dire, on a des influenceurs qui ont des vues énormes, etc., qui représentent quelque chose. Mais moi, je pense que tu as déjà répondu à ta question un peu plus tôt. Tu as déjà répondu. C'est vraiment parce qu'il y a un clash de culture, il y a un clash générationnel. Tu comprends? Pourquoi c'est pas à la télévision? Parce que souvent, il y a des personnes qui jugent ça comme étant pas la culture française et que ça n'a pas sa place à la télé. Et ils veulent pas que ça se propage. C'est comme je dis l'exemple avec... T'as 10 billions dans une industrie qui est basée sur la compétition et tu ignores ça. C'est impossible. Pour moi, c'est insensé de penser que les gens qui ont fait cette recherche-là, ce sont les seuls qui sont arrivés à cette conclusion-là. Je suis sûr qu'il y avait des dizaines de studios, diffuseurs aux États-Unis qui sont au courant de ce marché-là. C'est juste que c'est pas quelque chose qui les intéresse. Ouais. Peut-être. Puis, est-ce que vous êtes, par exemple, des chefs d'entreprise, est-ce qu'on voit aussi des talents de la diversité? Est-ce qu'on voit vraiment une effervescence des gens, des designers, des gens, les créatifs? Est-ce qu'on voit des pièges à ça? Est-ce que les gens qui sortent de l'école, est-ce qu'on voit vraiment... Parce que souvent à la télé, on se dit « Ah, mais on cherche puis on ne trouve pas le talent. » Je commence par vous. Je sais que lui, il a d'autres missions, mais dans votre expérience en travaillant, en développant des projets numériques, est-ce qu'ils sont là, les gens? Ben oui, c'est clair. Ici, il faut des fois chercher plus fort, mais moi, depuis que je produis, c'est naturel de créer des équipes très diversifiées dans tous les sens de la diversité. C'est pas vraiment une mission, mais c'est comme, tu sais, on l'a fait naturellement.
peut-être que parce que je suis un immigrant, peut-être parce que, tu sais, que naturellement, les choses se font comme ça. Donc, je sais qu'aujourd'hui, c'est à la mode de dire on engage la diversité, mais ça a toujours été naturel pour moi. À Montréal, il n'y a jamais eu une pénurie de gens, de créatifs de toutes sortes d'origines et très diverses, quoi. Ouais. Toi aussi, Rick? Définitivement. Ce qui se passe là présentement, là maintenant, à Montréal, il y a une émergence d'artistes, créateurs, BIPOC, qui cherchent juste à créer. Leur imagination est juste comme incroyable. Et ils arrivent à créer des choses qui sont inimaginables avec les ressources qu'ils ont. Puis nous, dans notre modèle, on a un modèle spécifiquement qui sert à créer de l'accessibilité pour ces créateurs-là. Donc oui, on veut créer notre propre contenu également, mais ce qu'on veut faire, en même temps, c'est supporter cette communauté de créateurs-là qui cherchent simplement à être connectés à des opportunités. Et il y en a que plein, comme c'est fou. L'autre chose que je peux dire, c'est vraiment ça, c'est de juste prendre le temps de regarder ce marché-là, puis de se dire, OK, mais c'est là qu'on veut investir notre temps, puis tu vas les trouver. Comme nous ici, pour nous, à Never Average, comme la plupart d'entre nous, on est nés à Montréal. Puis on a grandi en jamais se retrouvant dans aucun média. Donc, du moment où est-ce qu'on a figure out qu'on pouvait créer notre propre contenu, pour nous, c'était comme... Libérateur? Ouais, comme qu'a mentionné, que ça fasse 1 milliard de views ou pas, c'est comme juste la satisfaction de l'avoir créé, puis l'histoire, elle est là, elle est accessible, n'importe qui peut la voir. Dernièrement, j'ai un ami qui a produit un documentaire de 8 minutes sur 3 créatifs à Montréal. Un qui s'appelle Johanna Chevalier, un autre qui s'appelle Nazca Demini, puis un autre qui s'appelle Kevin Calixte. Et juste de raconter leur histoire, cette affaire-là m'a juste inspiré. Et c'est des gens que je connais. Mais de les voir à l'écran, ça m'a inspiré, comme de la même façon que je pourrais regarder un documentaire sur Lil Baby ou regarder un documentaire sur n'importe quel artiste comme qui est international. Puis c'est ça qu'il nous faut ici. Moi, je suis un nouvel arrivant. Enfin, ça fait 25 ans que je suis à Montréal, mais je suis pas né ici. Peut-être là où il y a ceux qui ont besoin d'un petit coup de pouce, c'est vraiment les nouveaux. Parce que là, je vois des nouveaux arrivants de 2-3 ans récents. Du Liban en plus, j'imagine. Oui, et puis tu sais, souvent, je vais tendre la main, puis je vais essayer de les connecter, de faire connaissance, de faire comprendre comment ça fonctionne ici. Et je trouve là aussi, il y a des ressources et des talents incroyables qui arrivent, qui débarquent à Montréal. Eux, ils sont moins connectés, ils sont moins dans le tissu ici pour connaître l'industrie. Ils vont des fois finir par un job qui n'a rien à voir, alors que c'est peut-être des gens qui ont tout un background créatif incroyable, mais qui vont finir par chauffer un Uber ou prendre une job alimentaire. Ben, là, il y a peut-être plus, ils sont plus dans l'ombre, eux. Il faut comme tendre un peu plus la main, essayer de faire... Oui, la fameuse reconnaissance des compétences canadiennes, de l'expérience canadienne. C'est ça, parce qu'on est, tu sais, aussi, il y a plus de méfiance. On voit sur ton CV de travailler pour tel, mais est-ce que c'est comme chez nous? Est-ce que, tu sais, c'est comme... Alors, puis dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. L'expérience canadienne. Oui, c'est ça. Ouais. Mais toi, Lydie, tu travailles maintenant, tu aides aussi à combler cette pénurie de main-d'œuvre avec des gens qui viennent d'ailleurs ou qui même restent ailleurs. C'est notre avantage maintenant avec la technologie, non? Oui, effectivement. Là, en ce moment, là, par exemple, alors c'est une double difficulté. Là, grâce au FMC, j'implémente un programme qui est un accélérateur en variété. Donc l'objectif, c'est de permettre à 4 personnes racisées de faire une immersion dans une émission de variété. D'accord? Ben, c'est pas facile de trouver des gens, en fait. C'est pas qu'ils sont pas là, mais c'est comment connecter les institutions. Parce que tu as les médias, entre les médias, tu as l'institution, et puis après, tu as le milieu des créateurs. Et par exemple, quand j'en parlais avec Harry, c'est pas quelque chose qui était dans son giron. Alors qu'il y a vraiment des besoins, on a des programmes pour des scénaristes à qui on permet de pitcher devant des producteurs, des gens qui veulent découvrir tous les métiers qu'il y a ici, sur des plateaux, etc. Donc c'est vrai que la question qui va se poser, c'est comment convertir les initiatives des institutions, comme nous à l'Académie, supportées par le FMC, Téléfilm, les fonds, etc., et les acteurs du terrain. Il y a un peu ce défi-là. Parce que le danger, ce serait de dire, on a fait des programmes, mais il n'y a personne. Et en plus, on a un bassin des créateurs, créatrices en Afrique, au Liban, puis il y a des façons aussi, à travers même la francophonie, d'avoir
des échanges à un autre niveau, des collaborations, même à l'international. Non? Absolument. Oui, c'est ça. Quelle particularité le numérique ou comment ça favorise ces partenariats internationaux d'une façon plus directe ou plus authentique peut-être qu'avec les médias et avec les coproductions lourdes anciennes. T'as tout dit. Authentique, plus fluide. Parce qu'aujourd'hui, il y a des artistes québécois qui, du fait du numérique, vont pouvoir faire une collaboration avec un artiste français de France, de Côte d'Ivoire, du Maghreb, etc. Des fois, tu peux avoir des chocs parce que tu vas découvrir un artiste, tu vas voir sur YouTube, il a 50 millions de vues, et tu vas te demander, mais où j'étais quand c'est devenu viral? Où j'étais? Donc des fois même, c'est effrayant de se dire, attends, mais je passe à côté de tout ça, etc. Mais je pense que c'est important de donner de la crédibilité au numérique, d'accord, aux créateurs du numérique. C'est pour ça que je parlais de, est-ce que demain, il y aura un prix Gémeaux du numérique au Québec? Tu vois, des créateurs de contenu, etc. Vraiment, c'est donner de la crédibilité. Et veut pas, aujourd'hui, cette crédibilité, elle vient des opérateurs qui sont installés, entre guillemets. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait de permettre à ces créateurs de se rapprocher de modèles économiques qui vont permettre de pérenniser tout ça. Et puis, pour moi, je pense aussi qu'il y a une collaboration qu'on ne doit surtout pas perdre, parce que souvent, on a tendance à opposer télévision traditionnelle et puis créateurs de contenu. Nos créateurs de contenu, d'accord, auraient forcément à gagner, à travailler avec un DOP d'une vraie émission de télévision. Enfin, d'une vraie émission. Tu vois. Et je réflexe. C'est vrai, tu vois. Un créateur de contenu qui fait son petit show dans son salon, etc. Lui, ce qui fonctionne, c'est que c'est vrai que son audience n'a pas besoin de tout le décorum. C'est son personnage, c'est son univers, etc. Mais ce que j'aimerais que la télévision traditionnelle comprenne, c'est qu'elle a tout intérêt à transférer, partager cette expertise, parce que le contenu sera tellement bon, ce qui fait que tu prends une série comme Squid Game, la série coréenne, que ça se passe en Corée ou quoi, c'est bon. Les acteurs, les images, les VFX, c'est bon. Donc, la compétence, elle est dans la compétence technique, hein, tu vois, de lumière, de prise de vue, etc. Elle est dans les télévisions traditionnelles. Dans la création de contenu sur le web, cette compétence, elle existe, mais chez les créateurs de clips vidéo, souvent. Tu vois, souvent, c'est chez les créateurs de clips vidéo. Souvent, les personnes... Nous, l'accélérateur en variété qu'on est en train de faire, là, grâce au FMC... On peut pas la pub de gars, mais c'est bon, merci quand même. Tu vois, je parlais de modèle économique. Ben, la plupart des candidats qu'on reçoit viennent du clip vidéo. Donc, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il y a une mécanique à mettre en place pour créer une avenue, sans dire que la finalité, c'est forcément de la télévision, mais la compétence est là. Quand tu as des gens qui ont des années dans la lumière, dans le son, dans tout ça, ben forcément, ça va permettre aux gens qui sont dans l'univers que Harry gère, ben, de pouvoir possiblement avoir des meilleurs contenus et là, rayonner encore plus fort, quoi. Ouais. Et je vais revenir à quelque chose récent. On est considéré quand même la méca de l'interactif un peu à Montréal. On parle peu de ça des fois dans les autres médias, mais c'est une réalité. Qu'est-ce que ça prend donc pour assurer que cette vague de croissance, parce que je pense toujours dans une vague de croissance, intègre aussi, donc je parle spécifiquement interactive, jeux vidéo, VR, etc. Est-ce qu'on est déjà là? Est-ce que tu peux dire qu'on est confortable ou quand même ça prend des mesures, ça prend que les bailleurs de fonds et les autres mettent un peu d'efforts pour s'assurer qu'il y ait plus de diversité, d'inclusion? Je pense que déjà par nature, dans les médias interactifs, il y a moins de barrières, il y a moins de... c'est personnellement, pour avoir cheminé là-dedans, j'ai jamais senti que des portes étaient fermées ou que j'évoluais comme j'étais le gars diversité dans un univers très homogène. Je crois que naturellement, ça attire des gens. Il n'y a pas cette espèce de
de sélecteur qui est le diffuseur, qui met des barrières, qui choisit qui rentre pas. Quoi. D'accord, donc on a l'impression que les jeunes générations aujourd'hui se sentent représentées, ont envie d'y aller, sentent que c'est leur place. Enfin, qu'est-ce que tu dirais, toi? Moi, je dirais que c'est un peu la même situation. Dernièrement, j'ai été à une conférence où ils parlaient de NFT. Et c'est toujours les mêmes personnes qui se prononcent sur ce monde. Quand t'as des développeurs à Montréal, noirs, qui sont phénoménales, où est-ce que les grosses structures, les grosses organisations vont les consulter eux pour savoir ça veut dire quoi NFT, ça veut dire quoi Metaverse, qu'est-ce qu'on fait. Mais quand c'est le temps de les présenter sur un grand stage, on ne les appelle pas. Puis je pense que c'est ça aussi, c'est que ça n'inspire pas après ça les personnes noires, autochtones, de couleur, à se dire « Oh, ben c'est quoi ça? Oh, tu peux être un développeur? OK, laisse-moi aller me renseigner sur ça et tout. » Fait que je pense encore il y a encore ce truc-là de représentation. C'est qu'ils sont là, mais ils ne sont pas représentés, ils ne sont pas mis de l'avant, ils ne sont pas valorisés comme les autres. Mais comme tu disais tout à l'heure, là, le tableau est moins sombre qu'on l'imagine. Par exemple, quand on parle du domaine des effets visuels, là, moi, par exemple, avec mon partenaire Eric, on avait développé une formation en effets visuels en Côte d'Ivoire. Tu as Rodeo FX qui est à Montréal, qui ont pris un stagiaire d'Abidjan à distance. En fait, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas forcément de réticence réelle. Quelqu'un qui va forcément dire non, mais c'est plus pas culturel. Organique. Voilà, c'est pas organique. On remonte de plus longtemps en fait. Voilà, c'est pas organique. C'est pas organique. Donc ma question c'est dans 10 ans, 20 ans, pour qu'il n'y ait pas les mêmes problématiques, qu'est-ce qu'il faut changer maintenant, justement, pour que ce soit organique. Il faut que les parents des immigrants arrêtent de penser que les métiers artistiques c'est pour devenir des drogués. C'est un vrai argument. C'est une partie. Ouais, tu vois, ça joue là-dessus. Moi, je suis persuadé que le jour où on aura des success stories en bon français, de personnes de la diversité, issues du web, qui auront des interactions et qui seront valorisées au même niveau. Parce que c'est juste une question de perception, en fait. C'est juste une question de perception. Quand je dis de perception, c'est qu'aujourd'hui, les gros shows qui passent à la télévision, certains font moins d'audience que des individus. D'accord ? Donc, en fait, c'est juste une question de perception. Donc, le jour où il y aura une médiamétrie du web, le jour où il y aura des récompenses, le jour où il y aura des certifications, le jour où le FMC dira « Ok, bon, toi, tu es créateur de... » je dis le FMC, n'importe qui. « Toi, tu es un créateur de contenu, ça fait combien d'heures que... Tu as créé combien d'heures ? Ok, j'ai créé tant d'heures, ok. Tu utilises quel matériel ? Ok. On te certifie que tu corresponds à tel niveau de formation qui fait que tu peux faire un deck. Le jour où on arrivera à des choses d'opportunité comme ça, parce que tu as des jeunes qui restent des heures et des heures à créer du contenu sur le web parce qu'ils veulent être le prochain Tai, le prochain Boris Becker, le prochain qui tu veux. Mais si tu convertis tout le travail qu'ils font sur le numérique, mais c'est comme s'ils avaient fait un certificat au cégep du Vieux. Puis qu'est-ce qu'il faut après tout ça, c'est qu'ils ne sont même pas après ça reconnus comme des créateurs professionnels. Exactement. Donc mais peut-être que le plus d'heures. Exactement. Ouais. Alors que pour encore accès à beaucoup d'endroits, tu dois avoir tant d'heures diffusées, tant d'heures produites et distribuées. Exactement. Ben voilà, on a trouvé une solution. Allez, salut. Salut. Eh ben ça amène une belle petite conclusion. On a entendu plein de super idées. Je donne peut-être un dernier petit tour de table s'il y avait quelque chose que vous vouliez dire, vous n'avez pas l'occasion de... C'est ça, et dans les souhaits pour l'avenir, on écoute, on est à l'écoute. Qu'est-ce que vous aimeriez voir pour... toi, tu as dit déjà un peu, mais concrètement... Moi, ça serait vraiment les critères d'admissibilité pour les projets des créateurs émergents. C'est pas facile pour eux d'avoir une lettre d'un diffuseur. Donc, comment ils peuvent avoir accès à du financement tout en respectant leur réalité? Parce que s'ils n'arrivent jamais à développer cette expérience professionnelle-là, ils ne vont jamais être en mesure de déposer un projet qui répond aux critères d'admissibilité si personne ne leur donne cette opportunité-là. Comment on arrive à soit avoir un diffuseur
qui est prêt à donner ces lettres de diffusion-là aux créateurs, ou sinon de trouver une façon de créer des critères qui sont plus réalistes pour eux. En tout cas, ça se parle pour ma communauté de créateurs. Ah, c'est clair. Toi, Rassan, si tu as quelque chose à souhaiter? Non, je suis tout à fait d'accord sur l'ouverture un peu des critères d'admissibilité, puis un peu aussi peut-être d'accorder des bonis pour l'inclusion, comme on l'a au FMC pour les femmes, que ce soit aussi pour d'autres sortes de diversité. Parce que, les diffuseurs, on vit encore avec, là, donc s'il faut que l'incitatif vienne des institutions, peut-être, pour laisser rentrer plus de choses différentes dans leur cours à eux. Donc, donner des points supplémentaires aux projets qui incluent le plus, ça serait une bonne chose. Moi, j'aimerais bien voir à l'écran, par exemple, il y a une émission Décoloniser l'histoire, qui est vraiment un très beau programme. J'adorais voir des films tirés de ces histoires-là, d'histoires canadiennes, d'histoires québécoises. Mais juste un film, que ce soit plus parce qu'on veut adresser un sujet, non. Il y a des histoires comme ça, partageons-les. Et puis, c'est là, je veux dire, le public a découvert cette émission-là avec la communauté asiatique, avec le chemin de fer. Faisons-en des films. Voilà. Super. Ok, merci beaucoup. On ferme. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour, plus d'1 heure, mais super. Merci beaucoup. On aurait pu continuer. Merci à vous pour l'invitation.